lance l'enregistrement et Margot, la vidéo. Ouais. Bonsoir et bienvenue à cette rencontre virtuelle intitulée « Être jeune fille en 2021 » dans le cadre de la francophonie 2021 en Espagne. Alors tout d'abord, merci d'être aussi nombreux et Margot, nombreuses excuse-moi. connectés. Désolée. Oui, Oui, non, j'ai lancé l'enregistrement, mais pas le séminaire. Donc, du coup, d'accord, on se ok, la refait à 3. Là, ça c'est marche. bon. Moi, je suis prête. Ah. Attends, s'il te plaît, laisse le temps. Compte jusqu'à 10, le temps que les gens se connectent. Ok, d'accord. Je lance et on compte jusqu'à 10. Je vois qu'on n'est que 9 participants pour l'instant, donc on a un peu de marge. Bonsoir et bienvenue à cette rencontre virtuelle intitulée « Être jeune fille en 2021 » dans le cadre de la francophonie 2021 en Espagne. Alors tout d'abord, merci à tous d'être aussi nombreux et nombreuses connectés avec nous ce soir. Sachez que vous pourrez adresser vos questions à nos intervenants à tout moment avec la fonction questions-réponses en bas de votre écran. Alors je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, donc merci aux intervenants de garder vos micros fermés lorsque vous n'avez pas la parole. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Méline. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de où vous êtes. Donc, je suis ici ce soir pour animer et pour modérer le webinaire qui a pour sujet, comme l'a dit Margot, être jeune fille en 2021. Donc, nous évoquerons évidemment comment la pandémie affecte la jeune génération depuis un an, d'un point de vue personnel et scolaire, mais surtout, elles vont nous partager ce que c'est que d'être jeune fille en 2021. Donc, je cède la parole à Madame l'ambassadrice Florence Robine. Bonsoir, bonjour. Je voudrais d'abord vraiment vous dire mon très, très grand plaisir d'être parmi vous. Merci. Merci d'avoir pensé à m'inviter. Un grand bonheur de se retrouver avec toutes ces jeunes femmes pleines d'énergie, pleines d'envie pour discuter avec vous. On m'a demandé, et je vais essayer d'être la plus brève possible, de me présenter rapidement. Bon, je vais un peu vous expliquer d'où je viens et qui je suis. Et surtout, ce dont j'ai surtout le plus envie, c'est d'établir une vraie conversation avec vous, d'échanger. Je suis là pour vous, pour parler avec vous, et je m'en réjouis d'avance. Donc voilà, donc je suis ambassadrice, je suis l'ambassadrice de France en Bulgarie. La Bulgarie, si vous voyez un peu où c'est, donc c'est un pays de l'Europe de l'Est qui se trouve sur les bords de la mer Noire, aux confins vraiment de l'Europe, avec comme frontière la Turquie, la Grèce, la Roumanie, et voilà, tout un tas de pays autour. Et c'est le dernier pays qui est rentré dans l'Union européenne, qui est rentré en 2007. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, je suis arrivée dans ce pays en septembre 2019 et c'est en fait mon premier poste d'ambassadeur, alors que j'ai quand même un âge tout à fait certain. Et tout ça pour vous expliquer que j'ai un parcours un peu particulier. En fait, moi, je suis physicienne. Voilà. J'ai fait des études de physique. Je suis une passionnée scientifique, ce qui n'arrive absolument jamais dans le milieu de la diplomatie. Les gens ont fait du droit, ont fait des sciences politiques, des tas de choses qui sont d'ailleurs très utiles. Moi, j'ai un parcours qui est tout à fait différent. Je suis rentrée en classe préparatoire après un bac scientifique. Je suis rentrée à l'École normale supérieure de Cachan et j'ai obtenu l'agrégation de physique. Donc, en fait, assez vite, je suis tout de suite devenue professeure, très vite. À l'âge de 23 ans, j'étais prof de physique et en classe préparatoire. Et donc, j'ai fait une très longue carrière dans l'enseignement. En parallèle, parce que je n'avais pas eu le temps de le faire avant, j'ai passé un doctorat de philo, parce que je suis aussi très passionnée par la philo et que je me suis toujours demandé si je voulais faire des sciences ou de la philosophie, mais que mes parents m'ont dit « écoute, tu es bonne en maths et en physique, tu es gentille, mais tu vas aller faire des sciences parce que la philo, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec la philo, hein? Alors, tu vas aller faire des sciences et puis tu réfléchiras après. » Ok, j'ai dit oui.
Et à un moment donné, en étant professeur, je me suis dit, d'accord, mais j'ai toujours eu envie de faire de la philosophie, donc je vais quand même retourner à l'université et aller suivre l'équivalent d'un master et faire une thèse après en philosophie. Au bout d'un certain temps, entre-temps, j'ai 4 enfants, voilà. Donc j'ai eu 3 enfants à ce moment-là, à cette période-là de ma vie, ce qui m'a un peu, je veux dire, le fait d'être professeur, je reconnais, ça m'a laissé un petit peu le temps de m'occuper d'eux et ça m'a permis de respirer un tout petit peu avant d'envisager d'autres choses. Et puis ensuite, assez vite, j'ai eu envie d'explorer d'autres missions et j'ai eu la très grande chance qu'on me propose finalement de faire partie de l'administration de l'éducation nationale, ce qui m'intéressait énormément. Je suis devenue inspecteur général, ce qui est un poste près du ministre et qui permet de suivre à la fois les professeurs, mais aussi de s'occuper de politique éducative de manière générale. Et comme j'étais la seule évidemment, mais la première femme à occuper ce poste, puisqu'il n'y en avait jamais eu avant, ça paraît incroyable, c'était pas en 1950, hein, c'était en 2004. Il n'y avait jamais eu de femme inspectrice générale donc de physique. Je ne peux pas dire que ça a été toujours extrêmement simple de s'intégrer à ce milieu. Et en fait, j'ai cherché à avoir des missions un peu originales. Et assez vite, je me suis spécialisée sur l'international parce que c'était l'époque où la France commençait à s'occuper des évaluations PISA, travailler avec l'OCDE, travailler avec l'UNESCO. Et donc, moi, ça m'a vraiment passionnée de travailler, par exemple, comme expert auprès de la Commission européenne sur une question qui était pour moi essentielle et dont vous allez comprendre, je pense, l'intérêt, qui était l'engagement des jeunes filles et des jeunes femmes dans les carrières scientifiques. Voilà, donc ça a été une de mes premières missions, voir comment est-ce qu'on pouvait, face aux résultats assez catastrophiques en France, mais aussi dans toute l'Europe, du nombre de femmes dans les écoles d'ingénieurs, dans les études scientifiques, dans les études, dans l'informatique, de manière générale, d'où ça venait? Est-ce qu'il y avait des réformes à faire du point de vue de l'enseignement, de l'accompagnement des jeunes femmes pour qu'elles puissent se projeter de manière plus positive dans les carrières scientifiques. Tout ça m'a amené à avoir différents postes dans l'éducation nationale, dont le poste de recteur d'académie. Donc, le recteur, c'est celui, vous avez déjà entendu parler des rectorats, j'imagine, qui est à la tête du rectorat et qui est donc le chef de l'ensemble de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, d'ailleurs, dans des grandes régions. Et je dois dire que mon premier poste, quand j'ai demandé ce poste-là, et que je suis allée voir le ministre pour le lui demander, parce que j'avais envie de changer, tout le monde m'a regardé avec des yeux comme ça, parce que ça ne se fait pas d'habitude, quoi. Je veux dire, vous avez des réseaux, vous avez des copains, etc. Et vous attendez qu'on vienne vous proposer le poste. Moi, je n'en avais pas, je ne connaissais pas les réseaux, je ne savais pas comment faire. Et je me suis dit, bah, ce n'est pas difficile, je vais demander un rendez-vous au ministre. Et puis, je vais dire, monsieur le ministre, vous savez, j'aimerais vraiment, vraiment faire ce métier. Ça me passionnerait. Et puis, je me suis déjà intéressée, voilà. Et ils m'ont regardé avec des yeux un peu comme ça. Ils m'ont dit, c'est vraiment ça que vous voulez faire? J'ai dit oui. Ils m'ont dit, OK. Et ben, justement, on a un poste, on ne savait pas trop à qui le donner. C'est quand même pas le poste le plus facile. La Guyane française, ça vous dit? J'ai dit, bah oui, OK, avec plaisir. Et donc, je me suis retrouvée recteur pendant 3 ans en Guyane française. Et je peux vous dire que c'est peut-être la plus grande expérience de ma vie que j'ai eue dans un milieu tellement différent de la banlieue parisienne que je connaissais. Et ça reste pour moi une des expériences les plus fabuleuses que j'ai pu avoir. Beaucoup de coopération, beaucoup de travail avec le Brésil, avec le Suriname, avec des pays très différents. Voilà, donc tout ça m'a amené à occuper divers postes. J'étais aussi recteur de l'Académie de Créteil, tout l'Est parisien, qui a une période assez compliquée, l'Académie de Nancy-Metz. Et puis, j'ai été directrice générale de l'enseignement scolaire, ce qui est dire numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale pendant quelques années, jusqu'à ce qu'on me propose, parce que j'avais beaucoup travaillé avec le ministère des Affaires étrangères, jusqu'à ce qu'on me propose un poste d'ambassadeur. Comme d'habitude, j'ai dit oui, en ne sachant pas trop où j'allais me retrouver. Et voilà pourquoi je me retrouve ambassadeur en Bulgarie, ce qui est un univers totalement différent de celui que je connaissais, dans des pays que je ne connaissais pas, ces pays d'Europe de l'Est, avec une histoire tellement riche, tellement difficile aussi, et dans un contexte qui, comme pour vous, n'est pas simple.
Voilà, donc je m'excuse d'avoir été presque un petit peu trop longue, mais tout ça pour dire que j'ai essayé pendant toute ma carrière d'abord de montrer que les femmes ne devaient pas avoir peur, de montrer leurs compétences, d'être ambitieuses au bon sens du terme, parce que souvent quand on parle, quand on dit qu'un homme est ambitieux, c'est une qualité, quand une femme est ambitieuse, ça l'est moins. Moi, j'ai essayé de montrer que avoir des envies, vouloir mettre ses compétences au service de mission, ça pouvait être quelque chose de très positif. Et puis aussi d'essayer de montrer que les opportunités, ça se crée, elles ne viennent pas toutes seules. Personne n'est venu me voir pour me proposer des choses. J'ai essayé de les faire venir et puis de prendre un certain nombre de risques qui, je crois, font que la vie est passionnante et intéressante. Voilà, tout ça pour vous dire que je suis toujours très enthousiaste sur le fait que les femmes doivent s'aider entre elles doivent se soutenir, elles doivent servir de rôle modèle quand c'est possible et surtout aider les jeunes femmes, les jeunes filles comme vous à prendre confiance en elles et à croire en leurs possibilités. Parce que l'avenir n'est jamais écrit et que c'est vous qui l'écrivez à chaque étape de votre parcours. Voilà, à votre disposition pour parler de tout ça avec vous. Merci. Merci Madame l'ambassadrice pour avoir partagé votre parcours si riche et si inspirant pour les jeunes femmes. Et c'est vrai que les femmes scientifiques, malheureusement, elles ne sont pas très présentes. Et si ça peut en inspirer quelques-unes pour pouvoir suivre une voie scientifique qui est en général, selon le cliché réservé aux hommes, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Et puis, merci aussi d'avoir rappelé que c'est très important de nous soutenir entre femmes et de nous pousser à avancer tout ensemble. Alors, du coup, on va commencer par la première présentation. Je vais céder la parole à Alexia. Et on t'écoute. Alors bonjour, je m'appelle Alexia Sengmaye, je suis équato-guinéenne, j'ai 17 ans et aujourd'hui je suis en classe de terminale au lycée Francis de Tenerife. Je suis père. Bon bah j'y habite depuis août 2019, c'est-à-dire il y a 2 ans. Mais il faut savoir qu'avant d'habiter ici, j'habitais en Égypte, j'ai vécu pendant 6 ans. Avant l'Égypte, j'habitais en Guinée équatoriale, mon pays natal, où j'ai vécu pendant 3 ans. Et avant la Guinée équatoriale, j'habitais en Angola et j'ai vécu pendant 5 ans. Ainsi, je pense que vous pouvez constater que j'ai fait plusieurs lycées pendant le long de ma vie. Et venir ici, ça a vraiment compris un champ culturel. Mais pour moi, en tout cas, la différence, elle ne m'a jamais fait peur. Au contraire, c'est quelque chose que j'embrasse vraiment et qui fait vraiment partie de ma vie en général. Parce que j'ai autant bougé, j'ai tellement bougé qu'aujourd'hui, toutes ces cultures, toutes ces personnes que j'ai rencontrées m'habitent et font partie de ma personnalité. Et du coup, j'ai vraiment pas peur de la diversité. Au contraire, ce choc culturel, je l'ai embrassé. Je l'ai reçu avec les bras ouverts, grands ouverts même. Mais c'est vrai que ce fut compliqué au début de passer d'une culture complètement différente, celle de l'Égypte, un environnement arabophone à une culture hispanophone. C'est deux opposés. Mais ça ne m'a absolument pas fait peur. Au contraire, j'étais vraiment contente de venir ici. Et venir ici, je suis partie dans plusieurs endroits, mais je pense que venir ici, ça a vraiment été une épreuve. Ça a été une des plus grandes épreuves de ma vie parce que je suis venue ici sans mes parents. J'ai eu le plaisir d'être avec mes sœurs, du coup, c'était pas aussi compliqué, mais je suis venue sans mes parents, du coup, j'ai dû devenir plus indépendante. Et du coup, ça a vraiment été une étape de ma vie que j'ai franchie, venir ici en tout cas. Et mon problème, c'était plutôt le lycée, c'était pas vraiment l'environnement ni la différence. Au contraire, pour moi, c'est vraiment important d'être entouré de personnes de différentes cultures, etc. Parce que je trouve que chaque individu, chaque personne, chaque être humain a son grain de sable à apporter dans le monde. Et ces cultures, toutes ces coutumes, tous ces facteurs différents de leur vie, ça enrichit vraiment le monde. Du coup, ça m'a vraiment pas posé problème. Cependant, le lycée, j'avais vraiment peur parce que je me disais, peut-être je vais pas être acceptée, je sais pas quoi. Mais au contraire, j'ai vraiment été vraiment bien accueillie et ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai rencontré des personnes dont nos amitiés, elles franchissent les 4 murs du lycée français de Tenerife. Et aussi, ça a vraiment été un choc pour moi, mais un bon choc, encore une fois, de voir que mon lycée il était vraiment impliqué sur les droits des femmes, etc. Ça change par rapport à d'autres lycées. Moi, c'était la première fois que je voyais ça, cette implication, par exemple.
Et par exemple, vous avez parlé de le fait que la femme, elle n'a pas sa place dans la science, enfin, parce que la société pense que c'est un métier réservé aux hommes. Et justement, mon lycée, il organise une journée de la science où ils mettent en avant les femmes, les scientifiques, etc. Donc, pour moi, ça a vraiment été magique de voir ça, de voir cette implication, de voir les ateliers organisés par le lycée, etc., pour mettre en avant les femmes. Après, comme vous pouvez le voir, j'ai vécu dans plusieurs endroits. Du coup, je vais pas vous mentir qu'à un moment, je me disais, je savais pas où j'appartenais parce que, d'une part, j'ai vécu 6 ans en Égypte. J'ai vécu beaucoup plus que dans mon propre pays. Du coup, je me disais, je suis pas assez guinéenne pour les Guinéens, je suis pas assez égyptienne pour les Égyptiens parce que je suis pas égyptienne. Mais aujourd'hui, je sais que c'est toutes ces cultures, que toutes ces coutumes, enfin tous les pays où j'ai eu le plaisir d'habiter, ils m'habitent aujourd'hui et je suis vraiment une citoyenne du monde, on va dire. Enfin, je peux voir maintenant que c'est pas un handicap, au contraire, avoir vécu dans autant d'endroits, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ça m'a vraiment fait apprécier la différence. Et je sais qu'aujourd'hui, par exemple, je peux pas rester dans le même endroit pendant plus de 5 ans, par exemple. Enfin, je dois toujours bouger, je dois toujours être entourée de personnes différentes, etc. Du coup, niveau adaptation, tout ça, je m'adapte vraiment facilement à la différence, à ce qui est nouveau. Le nouveau ne me fait absolument pas peur, au contraire. Enfin, je trouve que c'est un aspect vraiment important de nos vies. Ainsi, quand on me demande c'est quoi être une jeune femme aujourd'hui, pour moi, être une jeune femme aujourd'hui, c'est c'est être libre, tout simplement. Et aussi, c'est être reconnaissante envers toutes ces femmes qui sont venues avant nous, et genre qui ont lutté pour les droits dont on profite aujourd'hui. Et c'est poursuivre le combat, justement. On ne peut pas baisser les bras, on ne peut pas se dire, bon, il y a assez d'avancées, parce que pas toutes les femmes dans le monde ont les mêmes privilèges que nous. C'est-à-dire qu'il faut toujours poursuivre le combat, il faut continuer de lutter pour nos droits, pour lutter pour les droits de celles qui ne peuvent pas hausser la voix, par exemple. Et c'est aussi être entouré d'autant de personnes de différentes cultures, qui possèdent de différentes coutumes, etc., qui m'a vraiment fait vouloir lutter pour leurs droits, parce que, par exemple, je sais que c'est malheureusement elles qui se font le plus poursuivre et qui reçoivent le plus de discrimination, par exemple. Parce que oui, lorsque c'est beaucoup plus ensoleillé, c'est là qu'il y a beaucoup plus d'ombre. Voilà. Et je trouve que c'est justement qu'il faut toujours lutter pour les droits de ces personnes qui ne peuvent pas hausser la voix, qu'il faut continuer de se sentir inspiré par cela, par les combats des personnes qui sont venues avant nous et vouloir toujours les poursuivre, etc. Et aujourd'hui, je suis une personne qui ne peut pas passer outre les problèmes qui concernent d'autres personnes, même si ça ne me concerne pas personnellement. Et je trouve que c'est vraiment important d'hausser la voix, etc. Du coup, je suis vraiment reconnaissante que dans mon lycée, par exemple, il y ait des mesures pour, pour les femmes, pour les mettre en avant, etc. Et j'aimerais vraiment aussi qu'on se rende compte que, par exemple, moi, en tant que jeune femme africaine, je suis déjà une femme et j'ai aussi le fléau, par exemple, dans certains endroits d'être africaine. Du coup, il faut vraiment tenir en compte que chaque personne a un combat différent et que j'ai autant le combat d'être une femme, je dois lutter contre le patriarcat, tout ça, et aussi j'ai le combat d'être une femme africaine. Et du coup, je dois vraiment hausser la voix par rapport à ça. Je dois encourager les gens à vouloir s'intéresser, s'intéresser beaucoup plus à toutes les cultures, etc. Parce que peut-être qu'on les met toutes dans le même sac, on se dit l'Afrique et on encaisse tout le monde ensemble, mais en fait, non, l'Afrique est un continent qui a énormément de culture. Et ce fut vraiment un plaisir pour moi d'avoir eu l'honneur de rencontrer autant de personnes et d'avoir vécu dans autant de pays. Et par rapport au Covid aussi, au début, c'était vraiment compliqué parce que moi, surtout, j'ai pas vraiment peur de la différence et je m'adapte vraiment facilement. Cependant, c'était vraiment compliqué. Devoir changer drastiquement d'environnement, etc. En plus, j'étais nouvelle l'année dernière, du coup, ça a vraiment été compliqué au début. Mais j'ai réussi à m'adapter grâce au lycée aussi parce qu'il nous a offert des mesures qui n'étaient pas vraiment compliquées à suivre. Et aussi, ils ont vraiment été compréhensibles. Par exemple, si quelqu'un ne comprenait pas des trucs, etc., ils ont vraiment fait en sorte que tout le monde se sente à l'aise, etc. Du coup, même si elle a un peu bouleversé nos vies, parce qu'on est passé d'une vie où on marchait dans la rue sans masque, et c'était la norme pour nous, à ça. Et je me rends compte qu'il y a des personnes, par exemple les petits, qui sont au lycée maintenant, la seule vie au lycée qu'ils connaissent, c'est la vie avec des masques. Et c'est ça leur norme. Du coup,
je trouve que même si le sentiment de la norme a un peu changé, je pense qu'on pourra le faire parce que je trouve qu'on est vraiment assez fort. Parce on s'est vraiment adapté à une réalité qu'on ne connaissait absolument pas. Et je vois des gens dans mon lycée, j'y pense tout le temps, je me dis, mais vous êtes vraiment bien adaptés, vous êtes là, vous êtes en train de travailler, etc. Mais c'est différent à ce que vous faisiez l'année dernière. Bah, je suis vraiment fière de tout le monde qui est en train de lutter, etc. Merci Alexia pour ce témoignage très motivant en tout cas. Et c'est vrai que le combat entre les égalités entre les femmes et les hommes est encore long, mais je pense qu'on peut parler aussi des égalités au sens large en général de ce que ça comprend. Merci beaucoup. Alors du coup, on va passer à Natalia. Nous t'écoutons. Bonjour, moi c'est Natalia, j'ai 18 ans et presque 19 et j'ai fait mes études au lycée français Molière à Villanueva la Cañada à Madrid des 3 ans jusqu'à mes 18 ans et je fais actuellement un double diplôme en études internationales et sciences politiques à la Carlos III à Madrid. Et on m'a demandé de parler de comment le Covid a transformé ma vie d'étudiante. Donc, c'est ce dont je vais parler. C'est un peu triste, mais c'est comme je l'ai vécu. Donc, depuis que le Covid a commencé, moi, j'ai traversé 3 étapes. La première, c'était quand j'étais au lycée et j'étais en terminale. Et du coup, c'était pendant le confinement et l'annulation du bac. Déjà, le confinement était dur, mais quand on a su que le confinement a été dur, les cours en ligne aussi, mais en plus, le fait que le bac soit annulé m'a beaucoup découragée. Et du coup, voilà. Et après, l'été, tout s'est bien passé. Et quand j'ai commencé l'université, je me suis un peu sentie comme je me sentais au lycée parce que moi, on m'avait toujours vendu l'image que l'université était la meilleure étape de la vie. Et moi, je ne le sentais pas comme ça parce qu'avec tout le Covid et tout, et toutes les restrictions, les cours en ligne et tout ça, je n'aimais pas du tout les cours, ni être en cours, ni aller en cours. Et voilà. Pardon, c'est que je suis un peu stressée. Et donc, moi, j'aimerais pour le futur des jeunes filles et des jeunes en général, tout d'abord, qu'on puisse continuer avec nos études le plus normalement possible, parce que je pense que c'est ce qu'on veut tous. Et aussi, j'aimerais beaucoup, et c'est ce que je souhaite le plus, de pouvoir voyager, connaître des gens, rencontrer des gens, écouter leurs histoires. Et évidemment, j'aimerais aussi, pour un futur, l'égalité entre les femmes et les hommes. Et voilà. Après, on m'a aussi demandé de parler de mesures qui sont prises dans mon établissement en faveur des femmes. Et je vais parler de quand j'étais au lycée. Et donc, du coup, dans mon lycée, il y a une chose que j'ai appréciée beaucoup, que c'est que les noms de nos classes étaient des personnages célèbres, comme par exemple Victor Hugo, Montesquieu, etc. Et l'année dernière, ils ont été changés. Bon, cette année, ils ont été changés et pour qu'ils soient moitié femmes, moitié hommes. Et ça peut paraître pas très important, mais je trouve que c'est très important parce que ça donne ça met en avant des femmes importantes de l'histoire et ça fait que les jeunes et étudiants et étudiantes qui sont dans cette classe qui s'appelle de cette façon et connaissent l'histoire de cette femme ou de cet homme, mais des deux. Et aussi, depuis déjà 3 ans, pour le jour de la femme, le 8 mars. Et il y avait des petits papiers et violets qui étaient mis à disposition de tous
et tout le lycée pouvait écrire des messages féministes et les accrocher au portail du lycée. Et je ne sais pas pourquoi, je trouve ça super bien parce qu'au moins pour un jour, on donne de l'importance aux femmes et il y a tout le monde qui participe et c'est mis à disposition de tous. Et aussi, j'appréciais beaucoup quand on faisait des cours sur des femmes. Par exemple, je me rappelle qu'en espagnol, on a étudié pendant presque tout un chapitre et Clara Campoamor, qui a été une des femmes qui luttait pour le vote de la femme en Espagne. Et j'ai vraiment apprécié le fait qu'il y ait un chapitre presque entier dédié à une femme et pas juste en parler comme ça. Et voilà. Oui. Merci Natalia de nous avoir partagé ton expérience très réelle face à la crise du Covid. Et bon, on espère tous que c'est quelque chose de temporaire et que d'ici quelques mois, ça sera mieux pour tout le monde. Alors, on continue le tour de table. Du coup, je passe la parole à Emma. Oui, donc bonjour. Moi, c'est Emma Laville. J'ai 17 ans et c'est ma première année de lycée, c'est-à-dire je suis en première. Donc, c'est aussi ma première année à Séville, et je suis donc maintenant au lycée français de Séville. Mon père est français, plus précisément d'Avignon, et ma mère est d'ici de Séville. Et avant, je vivais à Madrid et je suis venue ici pour des raisons familiales. Donc, j'ai toujours vécu toute ma vie à Madrid et j'allais au lycée français de Madrid depuis que j'ai 3 ans, depuis toute ma scolarité. Et c'était un très grand lycée par rapport à celui dans lequel je suis maintenant. Et honnêtement, ce changement a été très difficile parce que c'est une nouvelle vie, des nouveaux amis, une nouvelle ville aussi. Et en plus, la crise sanitaire n'a pas beaucoup aidé. Mais là, je commence à m'habituer. Quant à mes études supérieures, je suis sincèrement un peu perdue puisque je ne sais pas encore ce que je vais vouloir étudier. En spécialité, par exemple, j'ai pris les SVT pour cette année, les SVT, les maths et aussi les économies. Mais j'abandonnerai l'année prochaine les économies, donc j'aurai SVT et maths. Parce qu'au début, j'étais bien inclinée à la médecine, à faire des études de médecine. Mais je ne suis pas encore sûre parce que tout le monde me dit que la médecine, c'est très par vocation et que je pourrais m'en finir par me lasser. Dans ce secteur, je suis très attirée par la chirurgie et aussi par la médecine vétérinaire. Mais d'autre part aussi, j'aime l'art, la mode, le design et j'aimerais peut-être aussi faire une carrière de beaux-arts, même si ça n'a rien à voir. Cependant, mes parents n'aiment pas beaucoup cette idée. Eux, ils veulent que je sois ingénieur, mais la vérité, c'est que cela ne m'intéresse pas du tout. Donc, voilà. Et aussi, j'avais pensé faire des études de droit, mais je ne suis pas du tout sûre. Mais de toute façon, je ne vais pas en écarter encore un seul et je vais encore faire des recherches et tout. Mais la seule chose dont je suis sûre, c'est que je n'aimerais pas trop travailler dans un bureau devant un ordinateur toute la journée, mais bien au contraire, j'aimerais bien aider et interagir avec d'autres personnes. Et bien que je me sois déjà informée sur mon avenir et les projets, je vais le faire en plus en détail et chercher des thèses d'affinités comme on nous faisait avant au collège pour voir si je peux me faire une idée plus précise. Aussi, un problème qu'il y a avec la crise sanitaire, c'est que toutes sortes de forums de métiers qui étaient avant offerts par les établissements scolaires ont été supprimés vu la crise sanitaire, et où nous, les étudiants, pouvions aller nous renseigner sur les études qui nous intéressaient ou en découvrir des nouvelles. Mais de toute façon, il est vrai que dans mon lycée, le lycée français de Séville, une sorte de forum virtuel des métiers a été mise en place avec des vidéoconférences avec différentes universités que chacun a choisi en fonction de ses propres intérêts. Après, on m'a dit que je devais aussi parler des mesures en faveur de l'égalité des filles et des garçons mises en place dans mon établissement scolaire. Et je ne sais pas trop sur les autres années, du coup, je suis nouvelle depuis cette année, mais cette année, quelque chose que j'ai aussi apprécié, c'est qu'ils ont mis, comme Natalia a eu dans son lycée, ils ont choisi
le nom de femmes importantes pour représenter chaque classe dont nous allons, à la fin de l'année, faire une présentation et donc nous devrons nous renseigner et tout. Et dans ma classe, par exemple, nous avons choisi Michelle Obama. Et j'apprécie vraiment beaucoup puisque à l'école, ils nous présentent surtout, ils nous racontent surtout la vie par exemple, de Victor Hugo, de tous les auteurs, mais les auteurs qui sont hommes. Et on ne touche pas beaucoup ceux qui sont femmes, donc ça ne permet pas aux élèves de voir aussi qu'il y a des femmes très importantes qui ont marqué l'histoire. Donc ça, peut-être, ça ouvrirait les élèves à se renseigner sur d'autres femmes qui peut-être, ils connaissaient l'existence, mais ils ne connaissent pas ce qu'elles ont fait ou ce qu'elles ont pu apporter leurs histoires. Aussi, on m'a dit de parler comment la crise sanitaire a bouleversé ma routine ou mon plan d'avenir. Donc pour moi, et pour tous, je suppose que la Covid a représenté avant tout un manque de liberté. La crise sanitaire a affecté ma routine à tous les égards, pour le meilleur et pour le pire également. D'abord, j'ai dû adapter ma routine avant Covid aux restreintes imposées par le gouvernement. Donc, d'un côté, cette crise sanitaire a représenté une privation de nombreuses libertés, comme la restriction de la liberté de mouvement à cause du confinement. De plus, le respect des normes sanitaires pour ne pas propager le virus et de ne pas être contaminé, comme la restriction d'aller, par exemple, au cinéma ou de se réunir plus de 6 personnes, ou de voyager librement, par exemple. Aussi, la perte de contact humain avec nos amis et notre famille, notamment avec les personnes les plus âgées ou en risque de se contaminer. Toutes ces mesures et restrictions ont affecté alors mes liens sociaux et les ont même affaiblis. Par exemple, le port du masque et se désinfecter les mains de forme continue ont constitué également un changement dans ma routine et je suppose que dans la routine de tous les citoyens. Mais d'autre part, cette crise sanitaire a également changé de forme positive ma routine, puisque grâce à celle-là, j'ai pu améliorer mon organisation. Par exemple, avant le confinement, je ne trouvais pas beaucoup de temps pour faire du sport dans ma vie quotidienne. Mais pendant celui-ci, j'ai pu faire 1 heure de sport chaque jour. J'ai aussi découvert des choses dont j'ignorais que j'aimais, comme la cuisine et surtout la pâtisserie. Depuis, je ne cesse de faire des gâteaux, des brownies, des cupcakes. Et donc, quant à mon avenir également, cette crise sanitaire m'a fait prendre conscience de l'importance du secteur de la santé. Et cela m'a peut-être aussi poussé à choisir à l'avenir des études de médecine. Et voilà. Et donc, comme disait Alexia, moi, je pense que le rôle des femmes, c'est suivre cette guerre, cette révolution qu'ont déjà commencé des femmes bien avant nous et qui ont réussi plein de libertés qu'on a aujourd'hui. J'en suis très reconnaissante, mais je pense que ce n'est pas encore fini. Comme a dit Alexia, pas toutes les femmes vivent les mêmes libertés. Par exemple, si en Espagne, ça ne va pas être la même situation qu'en Afrique, je suppose, par exemple. Et voilà, donc je pense qu'il faut suivre cette révolution, cette guerre, puisque beaucoup de gens me disent que je ne dois pas me plaigner parce qu'on a déjà beaucoup de liberté. Mais moi, je pense que c'est faux. Enfin, oui, on a beaucoup de liberté, mais ce n'est pas encore fini. Parce que je pense qu'on devra atteindre les mêmes libertés, par exemple, dans le travail, par exemple, le techo de cristal, je ne sais pas comment... oui, le toit de verre. Le plafond de verre. Le plafond de verre. Les femmes et les hommes ne vont pas atteindre les mêmes postes ou avec la même facilité et ne vont pas être rémunérés de la même façon. Et voilà. Merci beaucoup, Emma, de ton témoignage et aussi de nous rappeler qu'on peut toujours tirer du positif, même dans le négatif. Et j'aimerais revenir aussi sur les 2 mots que tu as employés, guerre et révolution, qui peuvent paraître des mots très forts, mais si je peux permettre de donner mon point de vue, je les trouve quand même assez justes et qu'ils sont forts, certes, mais bon, ça résume bien certains combats.
Alors, du coup, pour terminer, on va passer la parole à Stella. Donc, bonsoir à tout le monde, moi c'est Stella, donc j'ai 19 ans. Je viens du lycée Français Molière de Madrid, donc du même lycée que Natalia. Et actuellement, je suis en deuxième année à Sciences Po. Donc, je fais Sciences Po Paris au campus de Poitiers. Donc, j'ai postulé à Sciences Po fin terminale, il y a déjà 2 ans. Donc, c'était l'ancienne procédure internationale qui maintenant n'existe plus. Et j'avais choisi le campus de Poitiers parce qu'il y avait la spécialisation en Amérique latine et péninsule ibérique. Et ça m'intéressait beaucoup sur le moment. Donc, j'avais choisi pour ça le campus. Donc, voilà. Et parallèlement, j'ai été choisie comme boursière excellence majeure par la l'AEFE. Donc, je suis engagée à étudier 5 ans à Sciences Po. Et c'est quelque chose, en fait, être boursière, c'est quelque chose qui, avant le confinement, c'était intéressant juste pour les études. Mais après le Covid, ça a aussi beaucoup servi parce qu'ils ont mis en place notamment des webinaires ou des cinémas. Donc, comme ça, on n'avait pas l'impression d'être tout seul. Et donc, de plus, depuis cette année, je suis militante dans l'association AIDS qui s'engage à soutenir les personnes séropositives, les usagers de drogue et les travailleurs du sexe et lutte contre l'invisibilisation des collectifs. Et donc, c'est un choix que j'ai fait parce que l'année dernière, je pensais que je voulais m'engager dans une institution qui était plutôt dans un cadre d'éducation et donc d'aider les enfants et tout. Sauf qu'après la crise sanitaire, je me suis plutôt penchée sur un côté santé et aider les personnes qui ont des problèmes de santé et qui n'ont pas forcément de l'aide. Donc voilà, on m'a aussi demandé de parler de ma vie avec la crise sanitaire. Donc j'ai eu la chance de commencer ma première année sans le Covid, ce qui fait que du coup j'ai connu les soirées d'intégration, j'ai connu les cours en présentiel, les cours en amphi, donc c'était très cool. Et surtout que j'étais toute seule, donc j'habite toute seule à l'étranger depuis l'année dernière, donc c'était bien de pouvoir connaître des personnes. Malheureusement, dès que le Covid est apparu, j'ai dû être rapatriée en Espagne. J'ai eu tous mes cours en ligne, toute la dynamique a changé complètement. Pour être honnête, la fin de la première année, c'était du coup compliqué parce que aménager tous les cours en distanciel, c'était vraiment très compliqué pour l'université. On n'avait pas toujours accès aux cours, donc c'était compliqué. Heureusement, cette année, on a pu retourner à un espèce de format hybride. Donc, on peut aller à la moitié des cours en présentiel, ce qui est très bien. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'on a un couvre-feu à 18 h en France, ce qui fait que, par exemple, tous les cours du soir, on ne peut pas y aller. Ils sont forcément en distanciel. Et vraiment, nos journées sont très, très raccourcies. Donc, notamment quand on est étudiant, souvent, on utilisait les créneaux 18 h, 21 h pour aller faire les courses, pour aller faire les lessives. On ne peut plus le faire. Donc, on a appris, disons, à se réorganiser parce que sinon, juste, on ne pouvait pas finir nos journées. Et au cours des événements de l'année dernière, en fait, moi, je comptais, ce que je vous dis, je comptais partir sur un cursus sur l'éducation et partir notamment en Amérique latine pendant ma 3e année. Parce que du coup, à Sciences Po, pendant la 3e année, on part hors France dans un pays de notre choix. Et comme j'avais les spécialisations en Amérique latine, je voulais vraiment partir en Amérique latine, sauf que malheureusement, à cause du Covid, c'est carrément impossible. Il y a très peu de partenariats qui sont maintenus, et même s'ils le sont, c'est très compliqué de se rendre dans les pays. Donc, du coup, j'ai fait le choix de rester en Europe. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, ce qui fait que l'année prochaine, je serai pendant au moins un semestre à Dublin, à Trinity College. Donc je vais faire des études européennes. Et je n'ai pas encore décidé ce que je ferai en master, mais en tout cas, j'ai eu de la chance de pouvoir un peu réaménager mon cursus. Chose que, je ne sais pas si les personnes qui sont maintenant du coup en première année vont pouvoir faire. Parce que du coup, ils doivent... En fait, la différence, c'est que nous, on avait la possibilité de se projeter avant le Covid. Donc, même si on a eu le Covid après, on a pu réaménager. Et je me rends compte en parlant avec les premières années que du coup, comme eux, ils ont eu le Covid dès le début, juste, ils ne se projettent pas du tout. Donc, je trouve ça vraiment dramatique. Donc, je considère que j'ai vraiment eu beaucoup de chance de passer ma première année avant la pandémie. Et par rapport aux droits des femmes, ce qui est intéressant, c'est que je suis dans une université où il y a plus de femmes que d'hommes.
On est vraiment genre, je pense que la proportion, c'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. Sauf que après, si on regarde les salaires à la sortie, c'est forcément les hommes qui gagnent plus, ce qui est très frustrant, surtout quand voilà, on est en amphi et on se rend compte que la plupart, on est des femmes. Mais malheureusement, à la sortie, on va être pénalisé par le fait d'être des femmes. Donc, je trouve qu'il faudrait faire quelque chose contre ça. Et sinon, le fait que mon institution a subi toute une crise institutionnelle dernièrement pour les personnes qui ont suivi les événements. Donc, je suis déléguée de promo, donc de ma promo. Donc, on a eu des réunions avec la directrice de Sciences Po et tout pour voir comment on peut, de tous ces scandales qui ont apparu récemment, comment on pouvait tout réaménager pour pouvoir faire une situation beaucoup plus juste pour les femmes au sein de l'université. Donc actuellement, voilà, je pense que c'est les deux luttes dans lesquelles on doit s'engager, au moins au sein de Sciences Po. Donc d'abord, comment on fait pour gérer la crise institutionnelle, et puis après, comment on fait pour que les femmes aient les mêmes chances à la sortie de l'université. Donc voilà. Merci Stella, du coup, de nous avoir partagé ton parcours qui est très brillant et aussi qui est très engagé. Donc, c'est vrai que c'est assez porteur d'espoir de vous écouter toutes les quatre, de se rendre compte que à votre âge, vous êtes aussi si engagées chacune à votre manière pour la lutte pour l'égalité femmes-hommes. Et merci beaucoup à toutes les quatre. Donc, on va passer à quelques questions. Donc, alors, où est-ce que je vais? Ah oui. Donc, on va faire un petit tour de table. Donc, la question, ça serait comment pensez-vous que la Covid a affecté les femmes en général? Donc, je pense qu'on va prendre le même ordre que tout à l'heure. Donc, on va commencer par toi, Alexia, si ça te va. Je trouve que, dans quelques aspects, par exemple, moi, j'ai plutôt parlé parce que je me suis vraiment informée pendant le confinement, etc. J'ai vu que, par exemple, il y avait plusieurs femmes qui étaient enfermées à la maison avec, par exemple, des personnes violentes, leurs conjoints violents, etc. Et là, elles pouvaient vraiment plus hausser la voix, etc. parce que c'était beaucoup plus limité. En plus, elles étaient enfermées avec eux pendant toute la journée. Du coup, je trouve que ça a été beaucoup plus compliqué pour certaines. Après, oui, justement, nous, on a eu le privilège, il y en a ici, nous, par exemple, ici, on a eu le privilège de, genre, d'être dans des conditions relativement normales. Mais je trouve qu'il y en a d'autres, par exemple, qui pas du tout. Mais en général, je trouve que ça a été assez... ça a vraiment changé de notre quotidien, etc. Du coup, je te passe la parole, Natalia. Oui, moi j'allais parler un peu de la même chose que pendant le confinement, il y a, au moins en Espagne, il y a beaucoup de cas d'agression d'hommes envers des femmes et qui ont apparu à la télé et je pense que les agressions se sont multipliées parce que les femmes qui habitaient avec leur agresseur, ils étaient les 24 heures du jour pendant 3 mois presque et avec eux et je trouve ça vraiment terrifiant. Et aussi, je crois que le confinement il a, je pense, d'un côté, multiplié la charge de travail envers ces femmes qui travaillent à la maison de façon non rémunérée. Mais aussi, je pense que le confinement et en général la crise sanitaire a permis de voir que l'importance est des femmes qui sont dans le secteur je sais pas comment le dire en français, des cuidados, genre, et les femmes de ménage et les infirmières, et que ce sont des métiers qui sont presque tous occupés par des femmes. Et je pense que là maintenant, elles ont été plus valorisées, je crois. Et on a vraiment vu l'importance je pense qu'avant, c'était pas très valorisé. Voilà. Merci. À toi, Emma, pardon.
Donc, moi, je pense que la COVID-19 est incapable de discriminer qui que soit, mais pourtant, je pense que les conséquences du virus n'ont pas été les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Et j'ai cherché quelques données. Et par exemple, tout d'abord, aux États-Unis, on doit savoir que, par exemple, 2 fois plus d'hommes que de femmes sont touchés par le Covid, c'est-à-dire qu'ils meurent par le Covid. Par exemple, et en Europe, 69% des décès causés par le coronavirus a été enregistré chez les hommes. Je sais trouvé qu'une économiste qui s'appelle Michelle Tertil à l'université de Mannheim a constaté qu'aux États-Unis, il y a, pendant le coronavirus, 1,4 million de personnes qui ont été au chômage en mars, ce qui a représenté une forte hausse depuis 1975. Et désormais, les femmes ont été plus durement touchées que les hommes, avec une augmentation de 0,9% du chômage contre 0,7% pour les hommes. Au Royaume-Uni aussi, il révèle que les femmes britanniques ont environ un tiers de chances de plus que les hommes de travailler dans un secteur qui a été fortement touché ou entièrement fermé en raison de la pandémie, comme le commerce de détail ou l'hôtellerie. Également, l'écart de rémunération entre les sexes aggrave cette inégalité, puisque non seulement les femmes perdent leur emploi à un rythme plus élevé, mais elles gagnent moins d'argent au départ. Donc voilà. Et aussi, comme ont dit mes camarades Alexia et Natalia, les cas de violence domestique ont également monté en flèche en raison de la pandémie. Par exemple, en France, ils ont augmenté d'un tiers au cours de la première semaine du confinement. Et j'avais lu que le gouvernement français avait mis en place pour ces personnes qui étaient agressées à la maison, elles pouvaient aller à la pharmacie et elles demandaient un médicament spécifique. Et donc, si tu demandais ce médicament spécifique, c'était que tu étais en cas de cette agression à la maison. Et donc, après, il y avait toute une recherche. La police venait à ta maison aussi. Et aussi, les cas de violence domestique ont augmenté de 75% en Australie et ont doublé au Liban. Donc, on peut dire que cette crise sanitaire comme celle du Covid souligne et exacerbe les inégalités de toutes sortes. Et le genre, bien évidemment, n'est pas épargné. Et voilà. Merci beaucoup. Et on t'écoute, Stella. Du coup, par rapport aux inégalités des femmes face au Covid, justement, on avait un cours, dans un cours de l'université, on a parlé de ça parce que, on a notamment parlé des femmes en Amérique latine, parce que c'est celles qui ont subi le plus les inégalités et les effets les plus durs de la pandémie. Donc, notamment, on avait le cas des femmes, souvent indigènes, qui travaillaient chez des personnes d'Amérique latine qui ont été forcées, entre guillemets, à rester dans la maison des personnes qui les employaient, parce que, sous menace de « si tu ne restes pas ici pour t'occuper de nous, au lieu de rentrer avec ta famille pendant le Covid, tu n'auras plus de travail et donc du coup, tu ne pourras pas aider tes enfants, par exemple. » Donc, il y a eu ce genre d'inégalité qui, en plus, quand on pense que c'est vraiment des confinements longs, où on ne peut pas parler aux personnes, etc., il y a vraiment une violence inouïe envers les femmes. Et sinon, comme je vous l'ai dit déjà, je travaille dans l'association AIDS. Donc, on traite souvent avec des travailleuses du sexe qui disaient que le problème avec le confinement, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas une rémunération si elles ne travaillent pas, ce qui fait que pendant le confinement, elles ne peuvent pas avoir de clients, donc elles sombrent dans une précarité monstrueuse et juste, elles ne peuvent pas obtenir de l'aide. Donc, je trouve que voilà, c'est des exemples, comme il y en a 1000 d'autres, qui montrent qu'en fait, même si c'est une situation qui va vraiment toucher tout le monde, ça ne va pas toucher tout le monde pareil. Donc, ça va souvent toucher plus les femmes qui ont déjà une tendance à être plus en précarité que les hommes. Et donc, ça va juste creuser encore plus les inégalités de genre. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est très juste de rappeler que
souvent les situations précaires sont portées par les femmes et que quand il y a une crise, quelle qu'elle soit, c'est vrai que ce sont souvent les femmes qui sont connues pour être les premières à en souffrir. Et c'est vrai qu'à vous écouter, ça m'a rappelé, du coup j'ai cherché en parallèle parce que je n'ai pas la référence exacte, mais la phrase de Simone de Beauvoir qui nous rappelle que n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse, ou sanitaire dans ce cas-là, pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilant toute votre vie. Donc, du coup, moi, j'aurais une autre question. J'aimerais savoir ce qu'on pourrait faire, nous, en tant que société, en général, en fait. Donc, peu importe la génération, ce qu'on pourrait faire, nous tous, ensemble, pour pouvoir accélérer, disons, l'égalité entre les femmes et les hommes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous tous, en fait? Donc, Alexia. Je trouve que tout d'abord, on pourrait éduquer les gens, leur faire savoir que, on est tous égaux, etc. Parce que c'est en inculquant ces valeurs depuis le très jeune âge que genre ça rentre vraiment dans la tête, etc. Aussi, faire en sorte que les gens s'intéressent beaucoup plus, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui, par exemple, s'intéressent pas aux trucs qui se passent au-delà de leur bulle personnelle. Il faudrait que les gens se rendent compte que c'est des causes qui affectent des femmes. Et peut-être que, parce qu'ils vont se dire, j'ai entendu aujourd'hui qu'il y a des gens qui disent, par exemple, non, mais on a déjà assez de droits. Et c'est faux parce que peut-être nous, on est dans une position assez privilégiée, mais par exemple, en Égypte, je l'ai vu de mes propres yeux, ou encore dans d'autres pays en Amérique latine, etc., les femmes, elles ne sont pas assez privilégiées que nous. Donc, on doit se rendre compte que oui, on est dans une position privilégiée, mais il y a des personnes qui continuent de souffrir et qu'on doit, on doit les aider, etc. Du coup, ça pourrait s'atteindre en éduquant les gens, en leur faisant voir genre, les inégalités, etc. Et pour qu'ils soient envahis par ce sentiment de révolte, etc. Du coup, je pense que c'est vraiment important d'éduquer les gens. Et voilà. Natalia. Oui, moi je pense que le travail doit être fait et depuis le plus jeune âge. Par exemple, moi je me rappelle que je ne sais pas si ça continue comme ça, mais je me rappelle qu'en sociologie au lycée et en étudiant la socialisation différenciée, que c'est le fait de éduquer différemment les jeunes garçons et les jeunes filles, on avait vu un exemple qui est très bête, mais que par exemple dans les revues de jouets des enfants, il y a une section jouets filles, une section jouets garçons. Et je pense que des choses toutes petites comme ça, que peut-être des gens peuvent penser que c'est pas du tout important, c'est ça qui après va faire la différence. Ou par exemple, le fait de changer les noms des classes pour que ce soit moitié-moitié ou des choses comme ça, je pense que ça doit se faire à l'école. Ou par exemple, moi j'ai trouvé que là, quand je suis arrivée à l'université et que j'ai eu des cours de sociologie et de politique et j'ai parlé beaucoup plus et que j'ai étudié les courants et par exemple le féminisme, j'ai découvert que par exemple il y a des différents types ou de différents courants dans le féminisme et j'ai trouvé ça très intéressant parce que beaucoup de fois les gens disent non, moi j'ai écouté beaucoup de fois dire des gens non, moi je ne suis pas féministe et je me vois pas reflétée dans le féminisme d'aujourd'hui et je pense que c'est parce que les gens ne connaissent pas, ne savent pas vraiment ce que c'est et n'ont pas des connaissances pour dire, voilà, il y a plusieurs types, je me sens plus identifiée avec celui-là et des choses comme ça. Et je pense que ça pourrait être étudié au lieu de moi, par exemple, à l'université et à l'école. Donc, je pense que pour changer et arriver à avoir l'égalité, je pense que ça doit être à l'école et quand on est tout petit et que c'est là que les résultats sont effectifs. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Madame l'ambassadrice. Oui, j'ai très envie de réagir sur tout ce que j'ai entendu d'abord pour remercier cette parole très ouverte, très libre
Et parce que je me sens vraiment directement concernée, moi qui ai eu en responsabilité la politique éducative du ministère de l'Éducation nationale pendant quelques années. Et justement, nous avions beaucoup travaillé, et nous continuons à le faire, sur ces questions d'éducation à l'égalité filles-garçons. C'est un combat qui est difficile, je peux vous le dire, pour l'avoir vraiment piloté moi-même en France avec des sessions de formation des enseignants d'abord, et puis de cours spécifiques que nous avions implantés dès les premières années de l'école élémentaire pour essayer de déconstruire les stéréotypes de genre. Ce que vous dites, hein, c'est-à-dire ça commence par le coin cuisine et faire à repasser d'un côté et les camions et la grue de l'autre. C'est aussi, par exemple, tout le travail que nous avons fait avec certaines municipalités pour retravailler la question de les cours de récréation. Il y a eu beaucoup d'études sociologiques très intéressantes qui ont montré que l'occupation de l'espace par les enfants dans une cour de récréation est déjà extrêmement sexuée, avec les jeux de ballon, par exemple, et qui demandent beaucoup d'activités d'espace qui prennent l'intégralité de la cour, et les filles qui essayent qui finalement sont réduites à aller le long voilà, et à ne pas du tout pouvoir occuper d'espace. Il y a eu tout un travail, y compris avec des enfants, pour essayer de leur demander quelle était la cour idéale. Et nous avons travaillé avec certaines municipalités pour reconstruire complètement des cours de récréation. Mais ce qu'il faudrait que je vous dise aussi, c'est le combat que j'ai dû mener face à la société civile, les attaques dont nous avons été victimes à ce moment-là. En particulier, vous connaissez bien toutes les théories complotistes qui émergent dès que vous prononcez le mot genre et qui sont liées à des fantasmes aigus, on va dire, et qui vraiment nous posent problème. Je suis par exemple ici, et je le dis très librement, même si c'est compliqué, je suis ici dans un pays en Bulgarie, qui a refusé de signer la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul, c'est une convention extrêmement importante prônée par l'Union européenne, mise en place par l'Union européenne, qui essaye de mettre en place des instruments communs pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et parce que dans cette Convention d'Istanbul, on utilise le mot « genre », un certain nombre de pays, y compris de l'Union européenne, ont refusé de la signer en disant que ça heurte les principes fondamentaux de la vision de la famille et de bien d'autres choses. Donc, vous voyez, tout ce travail d'explicitation, il est à faire, effectivement, mais il est compliqué. Il faut évidemment tenir compte de la société dans laquelle on vit et arriver à accompagner ces changements en les provoquant, sans heurter complètement, enfin voilà, en y allant pas par pas, et c'est quelque chose de compliqué. Mais je suis d'accord avec vous, cette question de l'éducation, elle est absolument sensible et essentielle. Et l'expérience montre que quand on éduque les enfants, on éduque les familles, et que c'est dans ce sens que ça se fait. Ce n'est pas les adultes qui éduquent les enfants. Dans ces questions-là, ce sont les enfants et les jeunes qui éduquent la société. Et donc, c'est effectivement un axe absolument central. Mais l'autre point que je voulais dire, et pour rebondir sur un certain nombre de vos propos, c'est qu'effectivement, cette crise du Covid, elle a permis d'invisibiliser un certain nombre de situations, et en particulier tout le travail incroyable que font les femmes, et le fait que les femmes ont été en première ligne. Elles étaient caissières dans les magasins voilà, qui étaient soumis à l'interaction avec le public, elles sont aides-soignantes, elles sont infirmières, etc. Donc, tout ce travail invisible, absolument essentiel, a vraiment sauté aux yeux de tout le monde. Et puis aussi, le confinement à la maison, avec tout le monde qui s'est retrouvé, avec les enfants en particulier qui n'allaient plus à l'école, ont montré finalement le poids extrêmement important, la charge mentale qui règne malheureusement beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes lorsqu'on doit combiner tout ça, sauf que là c'était visible parce que c'était dans un même lieu et dans un même moment une vraie tragédie grecque d'une certaine façon. L'unicité de lieu et l'unicité de temps où vous aviez à la fois les enfants à vous occuper, à leur faire leurs devoirs, et puis votre travail personnel, et puis l'organisation de la maison. Et tout ça, ça a un peu explosé à la figure de la société civile. Et donc, je pense que si on voit ça du côté positif,
cette crise-là nous a fait accélérer le temps d'au moins 10 années. Vous voyez ce que je veux dire? On a gagné, moi je dis qu'on a gagné 10 ans dans la compréhension de ce qu'est la réalité de la société à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire qu'on a encore trouvé des solutions, mais ça, on compte sur vous. Merci beaucoup. Alors, du coup, on est un peu prise par le temps. Donc, moi, j'aurais une dernière question pour conclure et avant de passer la parole à Madame Servissol. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter ou à quoi aspire une jeune fille en 2021 pour son futur? Alexia. Bah, tout d'abord, d'être libre. Moi, je trouve que la liberté, elle est vraiment importante. D'avoir accès aux mêmes ressources et aux mêmes, avoir accès aux droits, etc., que les hommes, par exemple. Être capable, par exemple, de sortir toute seule dans la rue et de ne pas craindre pour nos vies, etc. Je trouve que c'est vraiment important tout ça. Et je pense qu'on doit tous aspirer à la liberté tout en luttant, comme je l'ai dit précédemment, pour nos droits, pour ceux des femmes, etc., autour du monde. Et que c'est vraiment important de continuer, de poursuivre le combat et d'être reconnaissante envers les personnes qui sont venues avant nous. Et je trouve que moi, personnellement aussi, une jeune femme, moi en tant que jeune femme en 2021, je veux vraiment avoir être au même niveau que les hommes, par exemple, et arrêter d'écouter des commentaires comme non, mais on n'a plus besoin de féminisme, de toute façon, ça sert à rien de continuer de lutter, de toute façon, vous êtes égales, vous avez les mêmes droits, etc., alors que c'est clairement faux. Et que, je veux être dans une société dans laquelle les gens sont au courant qu'il y a toutes ces inégalités et qui veulent faire quelque chose pour y remédier. Et Alors, Nathalie. Oui, moi, c'est à peu près pareil. Tout d'abord, la liberté, évidemment. Mais aussi, j'aimerais que ne pas devoir, parce que j'ai un peu l'impression que les femmes doivent lutter 2 fois plus que les hommes pour atteindre leur but. Je ne sais pas si c'est toujours vrai ou dans tous les milieux, mais j'aimerais ne pas devoir faire le double d'effort que quelqu'un qui essaye d'avoir la même chose que moi ou comme Alexia a dit aussi, de recevoir, quand je l'aurais obtenu, de recevoir des commentaires de pourquoi, comment ou des choses comme ça. J'aimerais que quand je serai grande et je travaillerai et de je sais pas quoi, mais quand je travaillerai, ne pas qu'il n'y ait pas que le fait d'être femme-homme ne soit pas regardé. Qu'on soit tous des personnes et just. Et voilà. Emma, on t'écoute. Mais moi, je vais rejoindre ce qu'ils ont dit. Moi, je pense qu'il faut suivre en toute liberté, pouvoir choisir mes études et continuer mes études jusqu'à toute ma vie, sans me soucier si je suis femme ou je ne suis pas femme, et que personne ne me le dise. Et voilà, et ne pas devoir lutter le double parce qu'on est une femme, simplement pour ça, ou devoir être restreinte à certains faits, à certains accès que j'aimerais par le simple fait d'être une femme. Donc voilà, et de bien sûr continuer cette lutte parce qu'il faut la continuer et ne pas être influencée pour ce que te disent les autres. Parce que moi, toute ma vie, moi, je suis féministe, mais j'ai beaucoup d'amis, femmes, filles, qui me disent que non, qu'elles n'aiment pas du tout le féminisme de maintenant parce que, et donc elles ne sont pas féministes. Et le problème, c'est qu'elles ne savent pas exactement ce que c'est le féminisme. Elles croient que c'est que les femmes soient supérieures aux hommes, alors que c'est un terme complètement différent parce que oui, il y a des femmes, il existe des femmes qui veulent cette supériorité et en espagnol, embrismo, mais je ne sais pas comment on dit en français. Je ne sais pas si on dit embrisme, je ne sais pas. Donc voilà, donc
mais voilà, continuer cette lutte et que tout le monde participe à cette lutte. Même les hommes aussi doivent participer. Non, pas parce que tu n'es pas une femme, tu ne dois pas y participer. Ça regarde tout le monde. Surtout nous les femmes, c'est vrai. Mais aussi les hommes. Tout le monde peut apporter son grain de riz à cette cause. Et voilà. Merci beaucoup. À toi, Stella. Je pense que si vous voulez nous souhaiter quelque chose, juste souhaitez-nous du succès. Juste qu'on puisse faire ce qu'on veut et que la seule limite, ça soit vraiment nous et pas les autres. C'est-à-dire que si on ne fait pas quelque chose que l'on souhaite maintenant, que ce soit juste parce qu'on a décidé de changer d'avis ou ça ne correspond plus à ce qu'on veut, et que ce soit pas juste parce qu'on est une femme et donc les personnes qui, qui embauchent ou qui décident que juste on n'est pas suffisant juste parce qu'on est des femmes. Donc, juste qu'on puisse avoir une égalité, déjà, je pense que c'est un bon souhait. Merci beaucoup, merci à vous quatre. Alors du coup, je passe le mot de la fin à Madame Servissol, qui est proviseure du lycée français international Molière de Villanueva de la Canadia. Bonsoir à toutes. Il m'appartient de conclure ce magnifique webinaire. C'est un grand honneur. Je l'avais en amont de l'événement, mais d'avoir vécu avec vous cette soirée me rend d'autant plus fière. Je suis heureuse d'appartenir à ce groupe, d'appartenir à ce qui s'est dit et d'avoir été, comme l'a dit Madame Robine, à plusieurs fois et à plusieurs étapes touchées par ce que les jeunes filles ont porté, par ce qu'elles ont dit, par ce qu'elles ont vécu, et voir à travers elles aussi et à travers leurs témoignages, chacune dans sa personnalité et chacune dans son chemin de vie, voir se dessiner aussi les missions de notre école et d'en voir les fruits s'incarner. C'est pour un éducateur, je crois qu'il n'y a pas de plus belle récompense. Donc moi, effectivement, je suis la proviseure d'un lycée de 800 élèves au nord-ouest de Madrid et auquel appartenaient Natalia et Stella. Et effectivement, nous sommes engagés sur ces questions d'égalité de genre, mais sur toutes les questions d'éducation à la citoyenneté en règle générale. On s'efforce dès la maternelle de travailler avec nos élèves sur ces thématiques, avec différents projets, différents dispositifs. Pour nous, c'est extrêmement important d'apporter notre contribution à la société de demain et c'est effectivement, comme l'a dit Madame Robine, en travaillant avec les plus petits qu'on est assuré à terme de changer la société. Dans tout ce qui s'est dit, j'entends aussi s'incarner les valeurs du réseau auquel j'appartiens. Le lycée Molière appartient à la mission laïque française qui a 10 établissements en Espagne et 112 dans le monde, dans 39 pays. C'est aussi ce réseau-là qui permet de faire vivre notre langue, notre culture, nos valeurs et de les mettre en partage. Et je crois que l'exemple d'Alexia, ce partage et cet enrichissement successif en vivant dans de nombreux pays différents avec des cultures aussi différentes est un magnifique exemple. Dans les grands mots qui ont été utilisés ce soir, j'ai entendu de très beaux concepts, de très belles vérités. J'ai entendu les mots de coopération, les mots de collectif. Je crois qu'ils sont fondamentaux. Ils sont fondamentaux entre les humains, ils sont fondamentaux entre les femmes et Madame Robine a ouvert son propos avec ça. Je crois que c'est extrêmement important. À la fois, et merci mesdemoiselles d'être aussi conscientes des combats qu'ont portés les femmes qui vous ont précédées. Et je crois qu'à ce titre, la carrière de Madame l'ambassadeur est impressionnante de résilience par rapport aussi à la condition des femmes. Donc, merci mesdemoiselles d'être aussi conscientes de ce que les plus âgés avant nous, avant vous, ont porté, ont gagné. Vous avez eu raison de dire que le combat n'est pas terminé. Et effectivement, parmi vous, l'une d'entre elles a utilisé le mot de défi. Et le mot de défi, il est une invitation au combat, parce que cette place de la femme dans notre société,
même si elle subit de façon régulière des évolutions importantes et des gains importants, elle continue d'être à réécrire en permanence. La crise a fait deux choses, et je rejoins ce qu'a dit Madame Robine et ce que vous aussi vous avez porté. La crise a mis en lumière le rôle fondamental des femmes dans la société, notamment autour de ce qu'on appelle le care aux États-Unis, ou le soin pour être plus francophone. Elle a mis le fait qu'elles étaient le pilier de cette société de façon très, très magistrale, et ça c'est un gain, mais elle a aussi augmenté leur précarisation et leurs difficultés. Vous avez posé, mais forcément très cher, vous avez posé l'éducation comme finalement le prérequis, la nécessité, l'obligation, ce qui est le socle de toute évolution de société. Et vous avez raison. Et on sait qu'en temps de crise, en temps de guerre, en temps de pandémie, c'est l'éducation des femmes et des jeunes filles qui recule très immédiatement. Crise sociale, crise, je pense à la guerre aussi, qui a l'impact immédiat et le retrait des jeunes filles de l'éducation. Et on sait que quand on éduque une jeune fille, on fait changer une famille, effectivement. Il y a un mot aussi qui a frappé mon oreille, vous l'avez utilisé, je crois que c'est une des compétences majeures du 21e siècle, peut-être même du 22e, je ne sais pas, je ne le connaîtrai pas, c'est l'adaptabilité. Je crois que c'est intrinsèque à la femme que de s'adapter. Notre corps, tout au long de notre histoire, subit des évolutions. Notre vie en subit aussi. La Covid nous a amené à beaucoup de modifications. Elle nous a retiré des choses, elle nous en a apporté d'autres. Elle nous a demandé de la patience et elle nous a demandé de l'adaptabilité, de la réorganisation. Et ça, je crois que c'est à la fois quelque chose qui nous aura pesé, j'imagine, dans ces 2 dernières années ou dans cette année et demie, mais c'est aussi quelque chose qui nous aura beaucoup apporté. L'adaptabilité, c'est la souplesse, c'est l'ouverture à l'autre, et Alexia, vous l'avez très bien dit, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'ouverture aux autres, c'est donc l'empathie, ce lien qu'on crée horizontalement entre les êtres humains pour avancer ensemble du mieux possible, quelle que soit la situation. Vous avez très bien dit aussi, et merci pour l'avoir fait, qu'une crise, c'est à la fois un changement, à la fois une destruction, mais c'est aussi une naissance d'opportunités. Et Madame Robine a eu un mot vraiment très, très important pour moi, que j'aimerais que chacun et chacune parte avec ce mot-là, à savoir que ces opportunités, il faut les voir et il faut savoir les saisir. Et pour ça, et je rejoins un petit peu tout ce qui s'est dit, pour ça, il faut avoir les yeux ouverts. Et pour ça, il faut être en alerte et être en emprise avec ce qui nous entoure. Oui, les choses sont compliquées, oui, il y a du négatif, oui, il y a des choses graves et chacun d'entre nous en a vécu ou en vivra, mais oui, il y a des opportunités, elles sont là. Il faut sans doute, vous avez raison Emma, plus d'obligations et plus de mobilisation pour les femmes pour les saisir, mais elles existent et j'espère que vous n'en doutez pas et que vous n'en douterez jamais. Nous avons entendu aussi un magnifique mot, coopération, collectif, et le troisième de la même famille, c'est le mot partage. On l'a vu avec les gâteaux, on l'a vu avec l'investissement dans l'association Aide. Donc ce mot de partage, il est éminemment féminin de mon point de vue, et il est, j'espère, universel, bien évidemment, mais il est éminemment féminin. Et un nouveau mot naît maintenant qui est de plus en plus d'actualité parce que la crise a aussi amené ça, le mot de sororité, c'est-à-dire ce partage que les femmes ont entre elles, ce lien que les femmes créent les unes avec les autres, les plus âgées guidant les plus jeunes donnant de l'énergie aux plus âgés et redonnant du souffle aux différents combats. Ce mot de partage, il est pour moi fondamental. Il est une valeur essentielle d'une société, quelle qu'elle soit.
qu'elles soient archaïques, qu'elles soient anciennes ou qu'elles soient modernes. Et j'espère que les sociétés modernes garderont des sociétés anciennes cette notion qui les a rendues fortes et leur a permis de contrebalancer certaines adversités. Dans ce qu'ont dit les jeunes filles aussi, et je crois qu'elles ont totalement raison, il y a la nécessité de connaître ce qui s'est fait avant, et pour cela, je crois que nous, les plus âgés, aussi ceux qui sont à l'initiative des programmes scolaires et des programmes éducatifs, on a l'obligation de mettre à parité les grands noms de la science, les grands noms féminins de la science, les grands noms féminins de la littérature, les grands noms féminins de la politique. Nous avons des très grandes femmes et des femmes puissantes, comme dirait Marine Ndiaye ou Léa Salamé, des femmes puissantes en France et dans tous les pays. Natalia en a cité quelques-unes. Effectivement, au Molière, nous avons rebaptisé 8 des 16 classes avec des noms de femmes. C'est un projet qui est venu des jeunes, d'ailleurs de la génération et de la promo de Natalia. C'est une idée qui est venue d'elle. C'est une proposition qui a été concrétisée par ces élèves-là. Et ce sont les élèves et la communauté scolaire qui ont voté pour hiérarchiser les noms et évidemment avoir une terminale Clara Campo-Amor, avoir une première Eddie Lamar, avoir une terminale Simone Veil ou une seconde Anne Frank. Forcément, c'est une très grande fierté parce que ça montre aussi l'aboutissement d'un travail depuis le plus petit âge jusqu'à cette promo. Je voudrais terminer parce que c'est l'ironie qui m'y fait venir. Alors l'ironie au beau sens du terme. Finalement, on a vu se dessiner tout au long du webinaire à travers des grands mots comme indépendance, autonomie, coopération, opportunité, sororité, défi, normalité. Voilà tous les grands mots de la soirée. Et pour moi, ils ont fini par se lier et finalement un cheminement que je ne m'explique pas, mais que je veux exprimer sincèrement. Ils ont fini par se lier dans la maxime de notre pays, mon pays, la France, qui dans ce qu'elle a d'universel. Et Stella l'a dit dans son dernier propos pour clore la triade. On a entendu le mot liberté, on a entendu le mot égalité et on a entendu le mot fraternité au travers de toutes ces jeunes filles et de Madame Robine aussi. C'est la devise de notre France, c'est la devise universelle à laquelle chacun, je crois, peut adhérer. Et moi, ce que je souhaite pour notre société et pour vous, mesdemoiselles, et pour nous, mesdames, je souhaite qu'à fraternité, un jour, la France accole sororité. Parce que je crois que ce jour-là, nous aurons fait un gros pas et un grand pas pour la vie des femmes, mais aussi pour la vie des hommes. Parce que quand la cause féminine avance, je crois que c'est toute la société qui avance. On a une lourde responsabilité, nous les femmes, parce que nous élevons aussi des garçons, potentiellement des futurs hommes. Et je crois qu'effectivement, éviter les catalogues de jouets avec les pages roses et les pages bleues, c'est la base déjà de ce qu'on peut apporter comme pierre au combat, parce que combat, il y a et il y aura. Il ne faut pas en douter, ils seront difficiles, Madame Robine l'a très bien dit. Nous sommes au XXIe siècle, mais les attaques contre l'égalité entre les sexes restent extrêmement présentes. On le voit en Europe, on le voit dans le monde, et il n'y a pas besoin d'être vraiment en crise pour voir s'exprimer parfois des relents de passé qu'on pensait avoir oubliés. Voilà ma petite pierre à l'édifice. J'ai pris beaucoup de plaisir, et voir s'incarner à l'écran dans de si jeunes filles et des si jeunes personnes pour sortir du côté féminin
tout ce qui peut être les valeurs et les fondements d'une société apaisée. C'est extrêmement, ça me rend extrêmement optimiste et extrêmement fière d'être parmi vous. Merci beaucoup. Du coup, le webinaire touche à sa fin. J'aimerais remercier Mme Robin, ambassadrice de France en Bulgarie. J'aimerais remercier également Mme Servisol, proviseur du lycée français de Villanueva de la Canadia, pour votre temps et aussi pour vos mots. J'aimerais aussi remercier chacune d'entre vous, Alexia du lycée français de Tenerife, Natalia du lycée français de Madrid et qui est actuellement étudiante à Carlos III. J'aimerais aussi remercier Emma du lycée français de Séville et pour finir Stella du lycée français de Molière également, de Madrid et étudiante à Sciences Po. Et c'était très intéressant. Je suis ravie d'avoir pu participer à ce webinaire. Et j'aimerais vous remercier toutes de nous avoir donné un peu d'espoir et puis aussi un peu de lumière durant cette période qui continue et j'espère pour plus très longtemps à être parfois difficile. Merci à toutes et merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire et bonne soirée à tout le monde. Merci, au plaisir de vous retrouver. Bonne continuation à toutes. Au revoir. Au revoir. À très bientôt et soyez qui vous êtes. Vraiment, soyez qui vous êtes.